Merci Président Dr Mouzaoui et Dr Lassem pour leurs efforts liés à cette journée et nos deux oratrices, professeur Zekri et professeur Zouzoud, pour leur présentation qui sera certes fort intéressante, Inch'Allah. Marhaba bikoum et merci. Donc je cède la parole à professeur Zekri. Merci. À votre aise. Mais par contre, moi je veux bien leur poser une question. Est-ce que vous voulez que, parce que chaque intervenant, on aborde les questions ou on fait les deux interventions et après on fait une discussion. Vous voulez. Quand vous voulez. Voilà. Bien, à mon tour de vous dire, je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous parler toujours d'une affection d'endocrinologie qui est donc le diabète. Et on va parler surtout aujourd'hui de la metformine chez la diabétique enceinte. Alors c'est à l'occasion d'une extension d'AMM que je suis là. Et donc je ne viens pas les mains vides, hein, je vous ramène un cadeau. Parce que peut-être que vous, enfin certains d'entre vous ont connu cette période où on se retrouvait avec des femmes diabétiques qui étaient déjà traitées, qui étaient sous glucophage et qui se retrouvaient enceintes. Et à ce moment-là, on se demandait, pour nous, bon, c'était interdit, hein, le glucophage à l'époque, je dis bien glucophage, hein, parce que on n'était pas obligé de parler que de la metformine. Et on se demandait s'il fallait laisser cours, en tout cas en tant que thérapeute, on posait toujours l'indication de l'avortement thérapeutique. Chose qui n'était pas simple, parce que les gynécologues nous disaient « Oh mon Dieu, mais vous avez dépassé la 12e semaine, donc ça devient pratiquement un mini-accouchement. » Non, pas du tout, etc. Et puis parfois, c'est la malade qui refusait et qui disait non, l'ictbarbi icône, et donc moi je garde. Et on se retrouvait une fois le bébé né, avec un bébé qui ne posait aucun problème. Bon, mais il fallait quand même respecter les interdictions de l'AMM. Et donc, maintenant, on a cette possibilité. Quoique dans certains pays, même dans le diabète gestationnel, on donne de la metformine. Ce n'est pas encore le cas de tous les pays. Et pour nous, l'extension va toucher uniquement donc, la personne diabétique qui est enceinte. Alors, que je m'adapte. Voilà. Donc le plan que je vais adopter, vous le voyez, on va parler du statut réglementaire après une brève introduction, de la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du produit. Quoique, je pense que on va en parler chez la femme enceinte, parce que qui ne connaît pas en fait la metformine, y compris son mécanisme d'action, hein. On sait qu'elle a une prédilection sur le foie, en particulier, enfin chez monsieur tout le monde, mais qu'elle a également des actions sur les tissus périphériques, et que c'est d'ailleurs chez nous le seul traitement de l'insulinorésistance. Hein, elle a un côté insulinosensibilisateur. Donc tout ça, vous le connaissez, on va voir ce qui est spécifique à la femme enceinte. Alors, comme vous le voyez sur cette diapositive, pendant la grossesse, il y a de l'hyperglycémie. Cette hyperglycémie, on la voit soit chez les femmes qui sont déjà diabétiques et qui se retrouvent enceintes, mais on la voit également dans le diabète gestationnel. Dans le diabète gestationnel, vous voyez que c'est surtout à partir du 2e trimestre, 3e trimestre, que vous avez cette ascension donc, de la glycémie. Et généralement, ça rentre dans l'ordre, dans la majorité des cas, après l'accouchement. Tout en sachant que, on vous dit, certaines de ces personnes, le diabète gestationnel est un facteur de risque de diabète.
Donc il faut continuer à suivre ces malades parce qu'elles risquent de basculer dans le diabète. Mais ça reste un facteur de risque. Et puis par contre, pour ce diabète gestationnel, on doit gérer cette hyperglycémie dès qu'elle apparaît. Généralement, ça rentre dans l'ordre juste après l'accouchement. Mais chez la diabétique qui est enceinte, l'hyperglycémie, elle précède même la grossesse. Et d'ailleurs, on nous a toujours appris qu'il fallait, si possible, planifier les grossesses et essayer d'avoir une euglycémie pendant la conception pour éviter les problèmes. Et dans ce cas particulier, donc l'hyperglycémie est à gérer depuis la conception jusqu'à indéfiniment, puisque le diabète sera toujours là. Quelles sont les données épidémiologiques? Donc vous voyez que finalement dans le monde, en 2021, il y avait 21 millions de naissances qui ont été touchées par l'hyperglycémie. Et parmi elles, vous avez 1% de toutes les grossesses dans le monde qui étaient liées à un diabète prégestationnel, c'est-à-dire que c'est des femmes qui étaient diabétiques et qui font des grossesses. Mais vous voyez que pour le diabète gestationnel, c'est une part plus importante. Vous avez de 3 à 12%, et en fonction d'ailleurs des critères qu'on applique, ça peut aller jusqu'à 15% de toutes les grossesses. Et cette hyperglycémie va s'accompagner d'un taux d'infertilité qui est multiplié par 15, et puis des fausses couches précoces avant la 14e semaine. Et ce taux est 3 fois plus élevé que dans la population générale. Je reviens à mon schéma de tout à l'heure où vous aviez vu qu'il y avait l'hyperglycémie qui était là soit dans le diabète gestationnel ou également chez la diabétique, et qui va se maintenir tout au long de la grossesse. Et quelles sont les conséquences de l'hyperglycémie non contrôlée durant la grossesse? Pourquoi est-ce qu'on nous demande à tout prix d'essayer de gérer cette hyperglycémie? Parce qu'il y a forcément des anomalies d'organes, donc des malformations congénitales. Il y a également des anomalies comportementales et il y a également des anomalies anthropométriques et métaboliques. Anthropométrique, tout le monde a entendu parler de la macrosomie qui est souvent associée, que ce soit au diabète gestationnel ou chez la diabétique. Mais il y a aussi des petits poids. Alors, quel est le statut réglementaire? Ici, sur cette plaque, pourtant je l'ai reprise plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours estompé. J'ai essayé de trouver s'il y avait quelque chose qui me gênait, rien à faire. Quand je tapote, ça se rétablit, puis après ça revient. Donc vous voyez le nombre de sociétés savantes qui ont statué par rapport à l'usage de la metformine, que ce soit chez la femme diabétique qui est enceinte, ou même dans le diabète gestationnel. Alors pour nous, je vous ai dit, je le répéterai autant de fois qu'il le faudrait, si vous voulez respecter l'AMM, c'est uniquement chez la femme diabétique qui fait une grossesse. Ceci dit, quand on est convaincu, on peut faire des entorses à l'AMM, mais il faut toujours passer par un consentement éclairé et bien expliqué à la malade. D'ailleurs, comme le dit l'IDF dit, même lorsque vous utilisez, regardez, c'est en 2017, il disait, si vous utilisez de la metformine chez les femmes diabétiques qui sont enceintes, il faut leur expliquer quels sont les avantages et les inconvénients. De toute façon, un médicament est un médicament, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et puis, dans l'IDF s'est prononcé pour le diabète gestationnel en disant que finalement, il y a une très vaste expérience clinique de l'utilisation de la metformine pendant la grossesse depuis plus d'un quart de siècle qui est disponible. Bon, c'est-à-dire que finalement,
même si vous n'avez pas une AMM, sachez qu'on a 50 ans de recul et qu'il n'y a pas réellement le feu dans la baraque. Ensuite, pour nous parler, alors il y a des sociétés qui sont des sociétés de gynécologues, mais pour celles que nous connaissons bien, par exemple, pour l'ADA, la metformine est un traitement de deuxième ligne après l'insuline en raison d'un manque d'innocuité à long terme. On va le voir à travers les études, mais pour certaines sociétés, la metformine est réellement un traitement de première intention. Et d'ailleurs, pour ces sociétés-là, ils se disent que si on peut faire l'épargne de l'insuline, l'insuline peut donner des hypoglycémies, elle va donner, étant donné que c'est une hormone anabolisante, elle va donner un gros poids de naissance et donc ça pose d'autres problèmes. Et donc voilà, c'est selon. Et en fonction de ce qu'on introduit dans le dossier, dans le pays considéré, vous avez l'extension d'AMM, soit pour l'un pour l'autre. Quoique, je vous dirais, il y a encore des études qui répondent à certaines questions par rapport au diabète gestationnel, et donc tout n'est pas réglé par rapport à ce côté-là. Alors, quand est-ce que, enfin, un médicament, il a toujours, on raisonne par rapport au rapport bénéfice-risque. Mais quand on doit l'étudier, ici en l'occurrence, chez la femme diabétique enceinte, on va tester ses effets et ses méfaits aussi bien chez la mère que chez le fœtus. Mais à contrario, il faut aussi regarder chez les femmes qui n'ont pas bénéficié de ce médicament, quels sont les effets bénéfiques et également les effets maléfiques de ne leur pas avoir donné de traitement. Donc des femmes qui sont restées sans traitement. Et donc c'est à ce moment-là qu'on décide que réellement cette thérapeutique, le rapport, quand il penche vers beaucoup de bénéfices, on passe réellement aux recommandations. Je suis revenue en arrière. C'est comme ça. Voilà. On va parler maintenant de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique. Alors, il faut que je recule pour enlever ça. Donc, dans le diabète gestationnel, regardez l'image, c'est pas la peine qu'on parle de tout, enfin que je vous lise tout le laïus. Vous voyez que finalement, quand on donne de la metformine, elle va agir à 3 niveaux. Sur 3 niveaux, en fait, vous avez un effet particulier sur le foie, d'ailleurs, que nous connaissons tous. Elle va bloquer la production hépatique du glucose en bloquant la néoglucogénèse et même en ayant un effet inhibiteur de la glycolyse. Et donc, ça permet de diminuer l'hyperglycémie. D'un autre côté, ça agit également sur la vidange, elle ralentit la vidange du foie, mais également sur les intestins. Donc l'axe également l'effet sur les intestins pour ralentir l'absorption du glucose. Et comme ça, vous allez avoir une diminution de la glycémie. Maintenant, chez la femme qui est en euglycémie, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous donnez de la metformine, sachez qu'elle traverse le placenta. Et vous allez retrouver des concentrations d'un transporteur qui est l'OCT2, des nutriments et de l'énergie, en quantité aussi importante que chez la maman. Et donc, vous avez ce transporteur qui est bloqué
par l'enzyme mTOR, dont vous entendez parler, qui est une enzyme qu'on retrouve un peu partout, y compris dans les tumeurs, parce que c'est une enzyme qui permet la croissance des cellules. Et donc, le blocage se fait à ce niveau, il se fait également au niveau, par le biais du complexe 1, qui est bloqué et qui agit théoriquement au niveau de la mitochondrie et de l'appareil respiratoire de la mitochondrie, ce qui fait que vous allez avoir moins de croissance des cellules, ce qui vous explique que la metformine va diminuer le poids de naissance ou encore le risque de macrosomie va diminuer. Ça va, c'est pas trop dur jusque-là? Bon, les deux sens, ça aide toujours, c'est universel, on retient mieux qu'à travers des laïus. Donc, le message clé ici qu'il faut retenir, c'est que la metformine, elle va traverser le placenta et elle se retrouve également dans la circulation du bébé. Alors, pour l'efficacité, bien entendu, pendant la grossesse, parce que l'efficacité, on la connaît chez le tout venant, mais là, pendant la grossesse et durant la période périconceptionnelle, alors vous voyez une série d'études qui ont concerné aussi bien le diabète gestationnel que la grossesse chez la femme enceinte. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Finalement, dans la plupart des études et dans les méta-analyses, parce que là, regardez tout à fait à la première colonne, il y a des RCT, 4 RCT, donc des essais randomisés contrôlés. Il y a également des méta-analyses, plusieurs méta-analyses, et puis en dernier encore un RCT, qui ont testé l'efficacité de la metformine, soit chez la femme diabétique qui se retrouve enceinte, ou alors dans le diabète gestationnel. Mon sujet, c'est réellement la femme diabétique enceinte. Mais moi, je me dis que c'est bien toujours de jeter un coup d'œil parce qu'il n'y a pas que les autorisations. Moi, j'ai fait partie d'une école qui a traité le prédiabète en dehors de l'AMM pendant des années, peut-être une quinzaine d'années et tout, on traitait avec la metformine. Il a fallu attendre 2022 pour que la FDA donne dans les recommandations, enfin pour que l'ADA, dans ses recommandations, dise que finalement la metformine est un traitement qu'elle a fait ses preuves et que c'est un traitement du prédiabète. Donc c'est bien de regarder aussi ce qui se passe ailleurs, parce que parfois on a la main forcée par donc l'état du patient et on décide, après être passé par un consentement éclairé, de mettre en place les choses. Voilà, donc vous voyez bien que toutes ces études et méta-analyses ont montré que la metformine était aussi efficace pour atteindre le contrôle glycémique maternel que l'insuline. Donc vous avez le taux ici, par exemple pour le premier, puisque on parle de la femme enceinte, diabétique enceinte, vous voyez jusqu'à 2% de différence de baisse de l'HbA1c. Et ça, on le sait même chez le sujet normal, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Moi, je me rappelle de la méta-analyse de Nathan quand on fait le traitement du diabète par les prescriptions, enfin les traitements médicamenteux en dehors de l'insuline. Dans sa méta-analyse de 2006, il disait que la metformine, en gros, ça pouvait faire baisser l'HbA1c de 2%. Et là où il n'y a pas de limite, c'est l'insuline. Vous pouvez baisser davantage jusqu'à tuer le malade d'hypoglycémie. Donc, voilà. Mais 2%, c'est extraordinaire. C'est quand même... voilà, mais donc elle est aussi efficace que l'insuline. Ce qui vous explique que certaines sociétés ont décidé de la préconiser même en première intention. Parce que c'est déjà toujours plus facile
que de donner de l'insuline. L'une est orale et l'autre c'est injectable. Et parfois même, on est obligé d'associer les deux. Alors, il faut savoir que dans la majorité des cas, la metformine seule peut ne pas être suffisante pour aboutir à la normalisation de la glycémie. Et donc, on va à ce moment-là associer l'insuline et la metformine pour aboutir à cet équilibre. Et vous allez regarder donc les slides, il y a des schémas qui ont, plusieurs schémas ont été testés, plusieurs situations ont été testées, et vous voyez l'association metformine avec l'insuline parfois, ou metformine toute seule. Et l'association de la metformine à l'insuline réduit le besoin en insuline et le risque d'hypoglycémie sévère. Je vais vous le montrer à travers les slides. Effectivement, qu'est-ce qui nous fait peur en fait avec l'insuline? Qu'est-ce qui nous fait peur à nous soignants, mais également aux malades? C'est l'hypoglycémie. La preuve, c'est qu'on perd énormément de temps. Hein. Il y a de l'inertie thérapeutique uniquement à cause de ça. Mais le fait d'associer par exemple la metformine à l'insuline, jusque-là pour nous, il fallait mettre ces patients sous insuline. Et donc maintenant vous avez l'AMN, vous êtes autorisé d'introduire la metformine de façon à pouvoir faire l'épargne de l'insuline. Vous allez réduire les doses et en même temps vous allez faire gagner moins de poids pour la malade et pour le fœtus. Donc c'est quand même des bénéfices très intéressants auxquels on peut faire appel. Et la metformine fait mieux que l'insuline concernant le contrôle de la prise pondérale maternelle. Et d'ailleurs, quand on met en place des enquêtes de satisfaction auprès de des malades, des femmes enceintes et après qu'elles aient accouché, eh bien la satisfaction est assez importante pour les malades par rapport au fait qu'elle n'ait pas pris trop de poids. Voilà, et puis on va continuer la discussion par rapport à la macrosoménie. Et puis, donc, il y a aussi, je suis revenue, il y a aussi les hypoglycémies sévères. Les hypoglycémies, on a toujours chez les diabétiques, hein, qu'il s'agisse qu'elles soient enceintes ou pas, que ce soit un homme, il y a toujours des hypoglycémies. Mais qu'est-ce qui nous fait peur? Très souvent, c'est les hypoglycémies sévères et les hypoglycémies nocturnes. Et quand on fait des études, qu'est-ce qu'on teste pour dire que réellement un médicament est efficace? C'est surtout quand il diminue les hypoglycémies sévères. Sévère, c'est le niveau 2 ou le niveau 3. Un niveau 2, c'est quand vous êtes au-dessous de 0,54 mg par décilitre. Et puis les sévères, le niveau 3, c'est quand il y a une tierce personne qu'on fait intervenir. Voilà. Et la metformine réellement a diminué, ça a été montré par des études. Alors, la sécurité maintenant. Alors, finalement, quels sont les risques liés à une hyperglycémie non contrôlée dans la période périconceptionnelle? Bien, en fait, quels sont les risques? Les risques sont en même temps pour la maman, mais également pour le fœtus. Il y a des anomalies congénitales, des malformations congénitales. Il y a des risques de fausses couches, et on l'a vu tout à l'heure, des fausses couches précoces à partir de la 14e semaine. Il y a de l'hypertension artérielle gravidique qui est créée. On a tous connu ça pendant nos gardes. C'est un drame chez la femme enceinte et qui parfois se solde par la mort et du fœtus et parfois de la parturiente en même temps. Et donc risque de prééclampsie et de mortalité périnatale, que ce soit pour le fœtus, y compris le décès pour la maman. Et donc il est très très important, en partant de ces risques-là, il est très important d'aller chercher le glycémie, c'est-à-dire être réellement dans les objectifs. Et vous savez que les objectifs de la femme enceinte diabétique ne sont plus restrictifs
que ceux de Madame Tout-le-Monde. Et donc, voilà, c'est en raison de toutes ces complications possibles. Suivantes, alors, toutes ces études que vous voyez encore, ce sont aussi bien des méta-analyses que des études de la vraie vie. C'est quoi les études de la vraie vie? C'est-à-dire une fois que la molécule est prescrite, on va se mettre à observer, on n'est pas dans l'interventionnel, on va observer réellement ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc, très souvent, nous accordons, quand je dis nous, c'est vous et moi, nous accordons maintenant de plus en plus d'importance à ces études de la vraie vie. Pourquoi? Parce que quand on fait il y a des RCT, donc des essais contrôlés, randomisés, très souvent il y a l'effet étude. C'est quoi l'effet étude? C'est quand vous avez, en fait, vous démarrez une étude, vous allez cadrer et encadrer ce malade. Bon, bien sûr, il y a des critères d'inclusion et d'exclusion, mais après, quand vous commencez l'étude, vous avez des rendez-vous très serrés pour voir le malade, vous les appelez au téléphone, vous vérifiez les règles hygiéno-diététiques, ils doivent venir à leur checkpoint pour les examens, etc. Et donc, cet effet-là, vous ne l'avez pas dans la vraie vie. Et très souvent, on a été... je vais mettre un peu plus de temps, on est entre nous, on discute. Donc, et très souvent, on dit, mais ces laboratoires, ils trichent. Ils nous ramènent des chiffres qui nous font gagner 2 points, voire 3 points d'HbA1c, ou alors quand ils ont un effet, on va dire, moyen, comme par exemple les inhibiteurs du SGLT2 qu'on a maintenant, qui dans les études vous disent 1 voire 1,2, il y en a même qui vous donnent 1,5% d'HbA1c, alors que les méta-analyses vous donnent 0,7 à 0,8%. Voilà. Donc on se dit, ils doivent tricher quelque part. Non, ils ne trichent pas, parce que nous ne pouvons pas, dans la vraie vie, mettre le même système de surveillance pour les malades. Le malade, il a son quotidien, il va vivre avec son diabète et dans son environnement. Donc ces études de la vraie vie, on leur accorde beaucoup d'importance. Et vous voyez que finalement, par rapport au risque de malformation, vous voyez, ce qui est en vert, c'est en faveur de la metformine. Ce qui est en rouge, c'est une étude qui a montré, une seule, qui a montré un effet qui est en fait un résultat qui est augmenté, mais dans la réalité, c'est soit que c'est neutre, soit il y a moins de malformations. Dans les groupes qui ont utilisé, qui ont testé la metformine, et la metformine, vous voyez, elle a été soit comparée chez des patients qui n'ont pas eu de traitement, soit comparée à l'insuline, ou encore en association metformine plus. Et donc, tu peux actionner. En fin de compte, les malformations, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hyperglycémie elle-même, quand elle précède la grossesse, et si elle perdure pendant la grossesse, c'est elle qui va vous apporter les malformations congénitales. C'est pas réellement dû, et ça on le sait. Regardez, en fonction, si on regarde le risque relatif, ou le risque absolu, par rapport au taux d'HbA1c, vous voyez, plus l'HbA1c est augmenté, et plus le nombre de malformations augmente. Et d'ailleurs, il n'y a pas, quand vous avez, en fait, le risque zéro n'existe pas. Dès que vous êtes dans le diabète, il y a toujours un risque, même avec une HbA1c qui est élevée, qui est normale. Regardez, entre 5,5 et 6,2, il y a quand même 2 à 3 fois plus de malformations. Donc ce risque est inhérent plutôt à l'hyperglycémie. Plaque suivante. Donc une grande quantité de données sur les femmes enceintes, il y a plus de 1000 résultats exposés, n'indiquent aucun risque accru d'anomalie congénitale, ni toxicité fœto-néonatale, soit dans le fœtus ou après la naissance, après exposition à la metformine dans la phase périconceptionnelle
ou pendant la grossesse. Slide suivant. Alors maintenant, on est toujours dans la safety et on va vous montrer quel est l'impact de la metformine sur le risque d'hypertension et de prééclampsie induite par la grossesse. Donc on a bien vu que ce risque-là existe et finalement, donc aussi bien les troubles hypertensifs sont l'une des principales causes de décès maternel liés à la grossesse, on l'a dit précédemment, et la prééclampsie est l'une des complications les plus graves de la grossesse, affectant de 3 à 8% des grossesses dans le monde, étant responsable de 60 000 décès maternels par an. C'est énorme. C'est pourquoi d'ailleurs l'accouchement est toujours vécu avec beaucoup de crainte, non seulement par la parturiente, mais également par tout son entourage, parce qu'on sait qu'il peut y avoir un drame et que finalement, on a toujours dit, et on nous a enseigné qu'il faut toujours essayer de sauver la mère avant. Voilà. Et donc, regardez sur cette plaque quelque chose que je vous, en dehors des, donc, toujours en vert, ce qui est en faveur de la metformine, et regardez en bas. C'est par rapport, reviens comme ça. Pour les hypoglycémies sévères, vous avez 0,32. C'est-à-dire que vous avez une réduction de 68%. Et dans l'autre, quand on part du premier trimestre, c'est carrément dans une autre étude, un autre ratio qui est à 0,17, donc une réduction de 83%. C'est énorme. Alors reviens, passe-nous cette diapositive sur le côté, descends-la un peu, c'est l'étude PI2. Voilà. Alors c'est une étude qui a été menée en double aveugle, contrôlée contre placebo, pour comparer la prolongation. Alors le risque chez une femme qui est diabétique, c'est les accouchements prématurés. Et alors on a regardé dans cette étude si on pouvait gagner quelque chose en comparant un bras qui a pris de la metformine et l'autre bras qui ne l'a pas fait. Et enfin, le bras donc qu'on appellera placebo. Et finalement, on a été là entre la 26e semaine et la 37e semaine. Et il y a 180 femmes qui ont été randomisées pour recevoir 3 grammes de metformine par jour, ou le placebo, en plus des soins standards. Alors, le délai médian entre la randomisation et l'accouchement était de 17,7 jours. Mais regardez bien, donc pour la metformine, c'est en fait dans le bras metformine c'est 17,7 jours, alors que dans le bras placebo c'est 10 jours. Donc il y a quand même un écart de 7 jours, c'est toujours ça, hein, quand le bébé reste dans le ventre de sa mère. Et vous voyez que donc il y a un effet bénéfique à donner de la metformine chez ces femmes qui risquent d'accoucher prématurément. Et la metformine donc peut être utile pour prolonger la gestation chez les femmes atteintes de prééclampsie prématurée. Et même si vous l'avez. Alors finalement, les résultats des études démontrent clairement que l'utilisation de la metformine est associée à un risque réduit d'hypertension gravidique et de prééclampsie, en particulier dans le diabète gestationnel. Parce que toutes les dernières, en fait, je vous ai montré une étude de la femme diabétique enceinte, mais surtout des études du diabète gestationnel, même si pour l'instant, l'AMM, on ne l'a pas. Hein, donc j'insiste sur ce côté-là parce qu'ils sont éthiques et donc ils m'ont donné cette consigne, hein, je vous dirai tout. Il y a des études en cours encore parce qu'il y a des questions qui se posent, mais effectivement, parce que pourquoi oui, mais non, mais on a besoin de savoir, parce que parfois, je vous ai dit, on est mis devant des situations où on pourrait... Je vais prendre un exemple.
les inhibiteurs de la SGLT, du SGLT2. On en a un de chez Hikma. Et quand ils ont introduit le dossier, c'était chez les diabétiques. Et pourtant, les cardiologues, ils le prescrivent même chez les non-diabétiques. Mais pour les néphrologues également. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est pas interdit pour nous. Parce qu'on sait qu'il y a des études qui ont montré que c'était efficace. Mais le problème, c'est hors AMM. Hors AMM, ça veut dire que la sécurité sociale ne va pas rembourser, et d'un. Et de deux, s'il y a un problème et que le malade décide de se retourner contre vous, parce que vous ne lui avez pas fait signer de papier, et même si vous dites oui, mais moi, on a pris j'ai fait un consentement éclairé, faites-lui signer dans le dossier qu'il a pris cette décision avec vous. Mais c'est pas illégal. Dans la réalité, la légalité, c'est avec l'introduction de votre dossier. Voilà, c'est tout dépend de ce que vous avez mis dans le dossier. Moi, en tout cas, j'ai appris des choses en préparant ce topo, parce que, évidemment, on n'est pas tout le temps dans toutes ces études, et je suis heureuse d'avoir appris tous les résultats qu'il y a dans le diabète gestationnel. C'est quand même très important, et c'est une AMM qui va venir. En fait, dans le pré-diabète, j'aurais pu laisser ça pour la discussion, le pré-diabète, ça n'a pas intéressé le laboratoire pour faire, demander l'AMM par rapport à ça. Mais nous, on l'a toujours utilisé. Heureusement que c'est un médicament qui ne coûte pas cher. Donc les malades acceptent de l'acheter pour le pré-diabète. Alors, maintenant, voyons le risque de mortalité néonatale. Là aussi, vous voyez que finalement, la mort de la progéniture, c'est-à-dire soit le fœtus, soit le nouveau-né, c'est la traduction de l'anglais, en fin de grossesse ou au début de la vie, est également lié à l'HbA1c maternel. Le risque de décès fœtal ou infantile chez les femmes atteintes de diabète préexistant augmente avec l'HbA1c périconceptionnel. Donc vous voyez que finalement ici c'est neutre, mais regardez sur la slide, voilà, tout à fait de l'autre côté, vous voyez que finalement là aussi c'est corrélé à l'HbA1c qui est exprimé ici en millimol par mol. Donc ce n'est pas les chiffres que nous avons l'habitude d'utiliser, mais la conversion est possible. Et lorsque vous regardez en rouge, c'est donc les morts fétales qui surviennent précocement avant la 20e semaine. En bleu, c'est les morts fétales qui surviennent avant la 24, enfin à partir de la 24e semaine. Et puis en vert, celles qui surviennent à partir de la 28e semaine. En jaune, en jaune ou orange, ce sont des enfants qui sont nés vivants et qui vont mourir dans la première année. Et vous voyez que c'est parfaitement corrélé avec le taux d'HbA1c, soit dans la période qui a prévalu dans la période périconceptionnelle, c'est-à-dire avant ou même au début. Voilà. Suivante. Et donc ce risque de mortalité, il est inhérent à la suivante. Alors, par rapport aux comparateurs respectifs, en fait, il y a toujours ce message qu'il faut retenir. La metformine n'a pas démontré un surrisque de perte de grossesse. D'accord? Suivant. Alors maintenant, par rapport au développement psychosocial, c'est bien, on donne un traitement à une malade qui est enceinte. Jusque-là, on leur interdit tout. Et là, on dit, on peut donner. Mais il faut regarder en dehors donc, des accouchements prématurés et de tout le reste. Est-ce que
sur le plan du développement psychomoteur, c'est safe ou pas. Eh bien, là aussi, vous voyez, alors, il y a même le syndrome, le SOPK pour nous, syndrome de l'ovaire polycystique qui a été testé. On sait aussi qu'il y a de l'hyperglycémie, l'insulinorésistance, etc. Mais ce n'est pas notre sujet. Donc là aussi, vous voyez que il y a une neutralité. Il n'y a pas de surrisque par rapport au développement psychomoteur. Et finalement, ce développement psychosocial et moteur de la progéniture est déjà influencé ou programmé in utero. C'est-à-dire qu'il est lié, en fait, là encore, à l'HbA1c. Et ça peut être un retard dans le développement mental, ça peut être un retard dans le développement psychomoteur, la baisse du QI jusqu'à la déficience intellectuelle et l'augmentation des troubles du comportement. Donc là, on voit que finalement, la metformine ne fait pas... il n'y a pas de surrisque par rapport aux autres comparateurs, aussi bien en termes de handicap intellectuel, de désordre ou de troubles du développement, ou encore de désordre du comportement. Suivante, la suivante, qui montre bien que finalement, quand on regarde du côté de l'autisme, on peut l'observer comme complication chez les femmes diabétiques. Et regardez finalement, quand on compare, alors dans le diabète de type 1, c'est là qu'il est le plus élevé et il augmente au fur et à mesure, c'est à partir de la deuxième année, et il augmente en fonction, donc, c'est-à-dire qu'on le découvre à partir de la deuxième année, mais on peut le découvrir plus tard, le risque augmente. Mais vous voyez, il est le plus élevé pour le diabète de type 1, il est, juste après vient le diabète de type 2 qui existe avant la grossesse, et puis après vous avez dans le diabète gestationnel, c'est toujours plus élevé que par rapport à la population diabétique non diabétique, la population générale non diabétique. Et en dernier, vous avez donc le diabète gestationnel au-delà de 26 semaines, et c'est toujours corrélé, encore une fois, à l'HbA1c, et ce risque augmente au fur et à mesure des années. Donc la metformine n'apparaît pas affecter le développement moteur et psychosocial jusqu'à l'âge de 4 ans. On vous disait tout à l'heure que les études continuent. Il y a chez la femme enceinte diabétique, mais il y a aussi dans le diabète gestationnel. Donc c'est pour ça que, par exemple, l'ADA dit oui, mais en deuxième intention, parce que tout n'est pas encore prouvé, et que les études... Donc on a testé jusqu'à l'âge de 4 ans, mais au-delà, il y a encore des études qui sont en train de se faire. La suivante, oui. Oui, mais bon, il y a encore... Non, mais c'est psychosocial, et également, mais vous avez vu que ça augmente au-delà. On a testé jusqu'à 4 ans, mais après, il y a des tests, c'est des spécialistes qui font ça, c'est des scores, et en fonction de ces scores, on dit la suivante. Alors, sur l'hypoglycémie néonatale, bon, là, regardez le nombre de verres qui vous persuade que, particulièrement dans le diabète gestationnel, ça diminue réellement le risque. Et en fait, le dessin vous explique que le glucose, il passe la paroi placentaire, et d'ailleurs c'est la mère qui va envoyer son glucose à l'enfant, et par contre l'insuline ne traverse pas. Vous avez aussi une chose qui traverse, c'est les acides aminés. On dit bien à la femme, il faut bien manger pour nourrir ton enfant. Et les acides aminés
vous savez que c'est un stimulateur de l'insuline, parce qu'il va aller induire la néoglucogénèse. Et donc, vous voyez, il y a une certaine donc, stimulation de l'insuline. Quand vous avez, dans cette situation, vous avez un hyperinsulinisme qui est engendré par le fait que la mère est en hyperglycémie, et donc au moment de la naissance, vous risquez d'avoir, parce qu'il y a une stimulation de l'insuline du bébé du fait de l'hyperglycémie, et vous avez à ce moment-là des hypoglycémies à la naissance. Et donc la metformine, qui elle passe la paroi placentaire, elle va de chez la mère, elle va diminuer ce risque. Alors l'hyperglycémie maternelle peut provoquer un hyperinsulinisme fœtal, on a vu pourquoi, du fait, si elle prend beaucoup de glucose, elle va lui envoyer, en même temps elle mange beaucoup, elle va lui envoyer des acides aminés, donc ça va stimuler l'insuline. Vous avez vu aussi dans le schéma que finalement, le glucagon lui il ne passe pas, mais il y a un hyperinsulinisme. Et donc, vous allez avoir à la naissance une hypoglycémie. Donc, l'hyperinsulinisme fœtal va provoquer de l'hypoglycémie à la naissance. Plaque suivante. Alors, par rapport à la macrosomie, donc, on sait tous que les diabétiques ou même les femmes qui font un diabète gestationnel, très souvent, on détecte la macrosomie pendant la grossesse, on leur dit attention, etc. On programme même une césarienne maintenant, on a la main facile pour la césarienne, parce que qu'est-ce qu'il y a comme risque quand vous avez un poids de naissance qui va être au-delà, ou même un poids, même pas de naissance, pendant la gestation, qui dépasse le 90e percentile. Grâce aux mesures, à l'écho, on peut dire que finalement, il a dépassé sa courbe de percentile. Et donc, quelles sont les conséquences périnatales indésirables pour la mère? C'est un risque de travail prolongé, c'est également des déchirures périnéales, c'est la césarienne qui devient obligatoire. Et on préfère césariser les dames plutôt que de utiliser une déchirure périnéale. Et pour l'enfant, vous avez des hypoglycémies, des troubles respiratoires et la dystocie de l'épaule. Donc pour éviter tout ça, la metformine sait y faire, puisque vous avez une réduction du risque. Regardez en haut, c'est la metformine versus l'insuline. Vous avez un odds ratio à 0,78, donc une réduction de 22%, mais également dans l'étude GLOU, je vais vous en parler à part, donc on va terminer avec cette étude après. Donc la metformine n'entraîne pas d'augmentation du risque de naissance on va dire de progéniture, soit en fait c'est déjà un bébé qui n'est pas encore sorti, progéniture qui a un poids au-delà de son âge gestationnel. Et donc avec de la metformine, vous avez ce risque qui est significativement inférieur à celui de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone anabolisante. Elle va faire grossir aussi bien la maman que le bébé. Suivant. Alors, maintenant, par rapport aux petits bébés, il y a les gros bébés, mais il y a aussi les petits bébés. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué que la metformine pouvait, en bloquant, rappelez-vous, j'ai parlé de mTOR, l'enzyme qui permet de bloquer un peu la croissance des cellules. Et donc, le résultat est que vous pouvez avoir une diminution du poids du bébé. Et dans le retard, on va le diagnostiquer pendant les échos de contrôle, avant même la naissance. Et vous savez que ces enfants qui naissent de petits poids vont vite le rattraper. C'est comme
un peu comme les prématurés. Ils vont vite le rattraper et ils risquent de verser dans l'obésité. Donc, aussi bien les gros bébés pour la macrosomie comme pour les petits bébés, le risque c'est qu'ils deviennent obèses plus tard et qu'ils aient des maladies cardiovasculaires. L'enjeu est là. Et finalement, voilà. Il y a des questions qui restent encore posées. Slide suivant. Alors ici, c'est juste pour vous montrer que finalement, quand on compare le poids de naissance de femmes qui étaient diabétiques mais enceintes, à qui on a donné un placebo, et celles qui avaient de la metformine, regardez comme la courbe, en fait, comment appeler ça, hein, les colonnes là, sont déplacées plutôt vers la gauche, ce qui veut dire que la metformine fait baisser le poids du fœtus. Plaque suivante. Donc les enfants exposés à la metformine in utero peuvent avoir un poids de naissance inférieur à celui des personnes exposées à l'insuline. Et là, c'était déjà versus placebo. Plaque suivante. Alors maintenant, ce qu'on voudrait savoir, en sachant que la metformine passe la barrière placentaire, c'est est-ce que les enfants exposés à la metformine in utero, non, reviens s'il te plaît, peuvent avoir, donc c'est un peu dans la continuité, et après même dans le futur, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont rester comme ça ou est-ce qu'ils vont se rattraper? La suivante. Donc, vous voyez que finalement, quand on regardez là où on gagne le plus de poids, c'est la metformine avec l'insuline. Quand vous donnez que de la metformine, elle est près du neutre, de la neutralité. Mais si on donne que l'insuline même, et au pire, entre 9 et 11 ans, la metformine fait grossir autant que l'insuline. Dernière case, c'est pour des enfants, on les a surveillés. Au-delà, enfin quelques années, après la 4e année dont on a parlé, et vous voyez, vous avez plusieurs groupes. Au début, jusqu'à 2 ans, on voit une neutralité. À 5 ans, bon, c'est le bras où il y a l'insuline avec la metformine, c'est là qu'ils grossissent le plus. Entre 6 ans et 8 ans, c'est toujours la metformine avec insuline qui fait grossir le plus, mais la metformine, elle fait gagner un peu moins que l'insuline seule. Et à 11 ans, on a encore la metformine qui fait grossir quand même, mais moins que, c'est après la naissance, moins que l'insuline. Plaque suivante. Donc il y a des preuves limitées et peu concluantes sur l'effet de la metformine à long terme concernant le résultat de la croissance des enfants exposés à cette metformine in utero. Ça veut dire qu'il y a toujours des interrogations auxquelles on répond actuellement par des études qui en parlent. Plaque suivante. Alors l'étude CLOU, c'est une étude, une étude donc, qui a été commanditée par le sponsor. Vous avez non seulement Merck, mais pas uniquement Merck, il y a un deuxième sponsor. La preuve, c'est qu'il y a 2 investigateurs principaux. Et c'est une étude de phase 4. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'interventionnel, là, c'est beaucoup plus observationnel. Et en fait, c'est une étude PASS, ça veut dire que c'est une étude ici de sécurité qui a été faite après l'autorisation, donc une fois qu'on a eu l'AMR. Et bien entendu, il y a des critères primaires, je ne vais pas beaucoup insister, mais je vais vous montrer le design, vous comprendrez mieux, avec des critères primaires et des critères secondaires, et on veut tout observer par rapport à l'obésité, par rapport aux hypoglycémies, par rapport à la macrosomie, au petit poids de naissance, etc.
Et il y a donc pour les paramètres descriptifs, on a bien sûr fait attention de façon à stratifier les critères d'évaluation par semaine de gestation. On ne peut pas tout confondre. Donc c'est en fonction de la gestation qu'on a fait la lecture des résultats. Plaque suivante. Donc vous voyez finalement le design, en fait il y a plus de 10 000 patients. Il y a une slide qui est écrite et qui est très chargée, mais retenez que c'est des registres finlandais qui ont permis de faire cette étude. Les pays nordiques ils sont connus pour leur rigueur. Et donc, comme pour le diabète de type 1, on a le registre suédois qui nous sert toujours d'étude phare, en particulier pour les complications cardiovasculaires. Et là, vous avez donc, en fait, 3957 patients qui ont été exposés à la metformine. Alors là, on a partagé les personnes en 3 bras. Et là, c'est des personnes qui ont été mises sous metformine, quelle que soit l'indication, et sans regarder quelle est la durée du traitement. C'est-à-dire, ça peut être pour une gestation d'une personne qui est déjà diabétique, ça peut être pour le diabète gestationnel, ça peut être pour le SOPK, ou même pour la polykystose ovarienne. Et donc, là, vous avez celles qui ont été exposées à la metformine seulement, 3967. Celles qui ont été exposées à la metformine plus insuline, vous avez 889. Et celles qui ont été exposées à l'insuline seule, il y en a beaucoup plus parce que pendant la grossesse, très souvent, on a la main facile pour l'insuline. Et finalement, dans cette cohorte je vous ai dit, plus de 10 000 patients, 10 129 enfants exposés in utero à la metformine ou à l'insuline, quelle que soit l'indication. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a eu comme conclusion? Eh bien, par rapport à cette exposition, les auteurs concluent qu'ils ne retrouvaient pas de risque augmenté de malformation congénitale. Donc ça vient en plus de ce qu'on a eu comme autre étude, c'est un plus par rapport à la metformine. Et puis, pas plus de prématurité ou d'hypoglycémie néonatale. Et puis, il y avait quand même un hic par rapport à l'hyperglycémie néonatale, et la mortalité néonatale, parce que cette étude manquait de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas eu suffisamment de cas pour tirer ces conclusions. C'est un peu comme pour les KPDS au début, etc. Voilà. Plaque suivante. Et en deuxième phase, on a encore regardé cette étude, toujours faite en Finlande, sur les registres. Mais quel registre? On a exploité les registres de naissance, on a exploité les prescriptions des médecins, quels qu'ils soient, et on a exploité aussi les complications, par exemple, qui ont été signalées. Alors, cette fois-ci, il y a 2 bras. Les personnes qui ont... en fait, on a regardé cette fois-ci, est-ce qu'il y a eu des gros bébés ou des petits bébés? Bien sûr, eu égard à l'âge de gestation. Et on a donc comparé la metformine seule à des bébés qui sont nés de parturientes qui n'ont pas utilisé donc de drogue anti-hyperglycémique. Et puis je voulais vous dire que ici, dans cette étude, bien entendu, il y a des critères d'inclusion, mais des critères d'exclusion. On a exclu les personnes qui recevaient des corticoïdes parce que ça donne justement un hyperinsulinisme. On
on a exclu également dans le syndrome, le SOPK, les personnes qui avaient reçu du clomifène. On sait que le chlomide, c'est un traitement du syndrome du SOPK. Et la conclusion, alors là aussi, donc il n'y a pas eu, d'après donc la conclusion des auteurs, il n'y avait pas d'augmentation du risque de macrosomie ou même de petits poids de naissance. Et finalement, les résultats de cette étude sont rassurants quant à l'utilisation de la metformine pendant la grossesse et sont concordants avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça veut dire que finalement, quelque part, on peut être rassuré dans le cas où il y a des personnes qui ont pris de la metformine et qui se sont retrouvées enceintes sans que ce soit nous qui l'ayons prescrite. On va pouvoir rassurer la malade en lui disant, enfin la malade elle est bien importante, la parturiente, en lui disant que de toute façon les études sont rassurantes et ont bien montré que ce risque n'est pas particulièrement augmenté et qu'il est plutôt lié à l'hyperglycémie de la mère. Jusque-là, c'est peut-être une raison pour la motiver à aller vers le glycémie et à respecter ses propres objectifs. Suivante. Donc les messages clés, ce que j'ai essayé donc de vous montrer et de vous dire à travers donc à chaque fois ce qui a été démontré, c'est que l'hyperglycémie non contrôlée pendant la phase périconceptionnelle pendant la grossesse est associée à un risque accru d'anomalie congénitale, de fausses couches, d'hypertension gravidique, de prééclampsie et de mortalité périnatale, on a vu, décès de la mère et même et du fœtus. Il est important donc de maintenir une glycémie aussi proche que possible de la normale tout au long de la grossesse afin de réduire ce risque d'effet indésirable lié à l'hyperglycémie pour la mère et son enfant. Je vous ai montré également que la metformine traverse la barrière placentaire à des niveaux qui peuvent être l'équivalent de celui de la mère. Donc dites-vous, ça traverse et ça va chez le fœtus. Et il y a une grande quantité de données sur les femmes enceintes, donc plus de 1000 résultats, c'est pas plus de 1000 femmes, c'est plus de 1000 résultats d'études, d'exposition, provenant d'une étude de cohorte basée sur les registres et de données publiées. Il y a des méta-analyses, des études cliniques, c'est-à-dire les RCT, les registres qui n'indiquent aucun risque accru d'anomalie congénitale, ni de toxicité fœto-néonatale après exposition à la metformine en phase périconceptionnelle et ou pendant la grossesse. Par contre, il existe des preuves limitées et non concluantes sur l'effet de la metformine sur le poids à long terme. On a vu, hein? Oui. Le poids à long terme, qu'est-ce que ça va donner? Ces bébés ont été exposés quand ils étaient dans le ventre de leur mère, mais même s'il n'y a pas, qu'il y ait ou pas macrosomie, et qu'il y ait ou pas un petit poids de naissance, on a vu qu'ils risquaient de grossir, et au fur et à mesure du temps. Et donc là, on n'a pas encore suffisamment de recul au-delà de 4 ans. Les études continuent, on ne vous cache rien, on vous le montre. Alors, si cela est cliniquement nécessaire, l'utilisation de la metformine peut être envisagée pendant la grossesse et pendant la phase périconceptionnelle, en complément ou en alternative à l'insuline. Donc, vous avez le choix. Lorsque vous préparez, par exemple, une grossesse avec votre patiente diabétique, de dire, bon, avant d'essayer de faire un enfant, il faut absolument que je te règle. On propose l'insuline, mais jusque-là, on n'avait que l'insuline. Maintenant, vous avez la possibilité de donner la metformine. Et si elle suffit, sinon, elle va accepter ce qui est oral plutôt que l'injection. Hein. Surtout si vous lui assurez que les études ont prouvé qu'il y
l'action. Alors, ici, c'est la mise en garde du labo. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je pense qu'ils vous ont adressé un e-meeting et qu'ils vous disent, nous vous informons de la mise à jour du dossier d'AMM de glucophage qui a été approuvé par les autorités sanitaires algériennes. Cette mise à jour va vous permettre la possibilité de poursuivre le traitement par la metformine. Ça, c'est les grossesses accidentelles, jusque-là, avant de prendre l'AMM. Donc, cette mise à jour va vous permettre la possibilité de poursuivre le traitement par la metformine chez la femme diabétique de type 2 durant la période périconceptionnelle et pendant sa grossesse. Et cependant, il ne s'agit pas d'une AMM pour le diabète gestationnel. Parce qu'il y a encore des interrogations et qu'il y a une étude qui est en cours qui répondra probablement à ces interrogations, on saura. Mais je vous ai dit, je vous ai montré les recommandations des sociétés savantes. Il y a des pays. Moi, je me rappelle d'un congrès de l'ADA, tu peux passer à la suivante, un congrès de l'ADA auquel on avait travaillé lors d'un atelier avec Ronan Roussel. Moi, je dis toujours c'est quelqu'un qui était, on sentait quand on travaillait avec lui. D'abord, il a beaucoup écrit, beaucoup apporté à la diabétologie, et puis avec les apprenants, nous-mêmes, il était assez proche de nous. Il y a d'autres qui viennent et qui sortent leur topo, au revoir et merci, et il y a d'autres, vous sentez qu'ils sont là pour réellement vous convaincre par la science et pas par le ballon. Voilà, je vous remercie. Merci. Je suis contente parce que merci, chère oratrice, pour vos efforts et ces deux excellentes présentations. On passe à la prochaine. Vraiment, cette présentation, elle est merveilleuse. J'ai une question qui un petit peu m'agace un petit peu. Pourquoi ne fait-on pas entre diabète ancien, metformine chez une patiente déjà diabétique et une diabète gestationnelle? Si, non, c'est pas la même chose. Un diabétique qui se traite, elle arrive, on peut la donner, on peut donner metformine, alors qu'il y a un diabète gestationnel, par exemple une prédiabétique, ou bien une autre patiente obèse, ou bien même pas obèse, elle présente un diabète gestationnel, est-ce que ça a plus de risques dans cette population? Le prédiabète, d'ailleurs, vous l'assimilez au diabète. Mais pourquoi ils ont fait cette scission? Parce que déjà, ça ne répond pas à la même définition. Le diabète gestationnel, c'est un diabète, c'est une hyperglycémie qui est due à une insulinorésistance et qui va apparaître parfois en début de grossesse, mais plus souvent entre la 24e semaine et la 28e semaine. On reste dans nos définitions, dans les cadres de nos... Oui, bien sûr, mais par rapport aux chiffres. D'après ma petite expérience, une personne qui est, par exemple, à 1,02, elle est plus susceptible à rentrer à régler son diabète gestationnel avec des petites doses de metformine parce que déjà, il y a eu des patients qui ont fait ces démarches toutes seules, ils m'ont ramené des chiffres et j'étais intransigeant, j'ai switché vers l'insuline. Tout à l'heure, notre ami disait il faut être légaliste. Bien sûr. Vous avez une AMM qui vous parle que du diabète, de la femme diabétique qui fait une grossesse, ou même le prédiabète, vous pouvez l'assimiler. Mais dans la réalité, le diabète gestationnel qui lui répond à une définition qui est différente. Vous avez même tout, y compris comme le suivi, il est différent et tout. Donc, il faut rester légaliste. Maintenant, moi, ces études sont là. On avait le choix entre voiler tout ce qui est diabète gestationnel et vous laisser que réellement
la femme diabétique qui fait une grossesse, où vous les montrez, parce qu'on est dans le cadre d'une formation médicale continue, donc il faut bien apprendre des choses. Ben, ne soyez pas impatients, mais sachez que si par exemple ça arrive par accident, dites-vous qu'il y a même des sociétés savantes qui l'ont autorisé, et aussi bien dans les deux États, et que finalement ça vous permet de rassurer la malade. Voilà. Mais je ne vous dirai pas faites-le, parce qu'on est hors année. Deuxième petite question, à quelle dose? Parce qu'on sait chez l'adulte, dans le traitement classique du diabète, c'est entre 2 et 3 grammes. La dose de la metformine efficace. Là, on travaille à 2 grammes, en général, même pas 2. Il ne faut pas compromis. Vous allez aller progressivement. La dose maximale. Vous l'avez vu dans l'étude, on vous a jusqu'à 3 grammes. Moi, je vais vous répondre en dehors de ça. Quand il s'agit d'un diabétique ou d'une diabétique en dehors de la grossesse, nous suivons un peu les recommandations de certains leaders d'opinion qui écrivent, parce qu'il n'y a pas que les recommandations que vous avez sur les algorithmes. Il faut aller lire ce qui est publié. Par exemple, pour Nathan, dont je vous ai parlé, il disait que la metformine, évidemment, les mentions légales, on peut aller jusqu'à 3 grammes. Mais pour lui, si vous dépassez 2,50 grammes, ça veut dire 3 comprimés à 850, vous risquez d'augmenter les effets secondaires sans bénéfice. Un jour, j'ai sorti ça lors d'un apprentissage où on était, donc la formation des formateurs en France avec Raka. Raka, c'est un diabétologue de Marseille, toi tu le connais. Et j'ai dit oui, mais bon, il n'y a pas de bénéfice et tout. Pourquoi dans ce cas clinique vous avez été? Il m'a dit, vous savez, c'est un malade obèse. Et nous, en France, on n'a plus les enfin la pioglitazone a été, bon la Rosie elle a été retirée, la pioglitazone a été également retirée de notre arsenal. Et donc, on se dit, on va aller jusqu'à 3 grammes, et à condition que le malade, chez les grands obèses, condition que le malade le tolère. Mais chez la femme enceinte, vous allez aller progressivement, comme chez les autres, comme lorsque vous initiez la metformine. D'ailleurs, même quand les malades, arrêtez-moi si je me trompe, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, quand vous débutez la metformine, 500 mg le soir. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet de blocage de la production hépatique de glucose pour régler le problème de la glycémie du matin. Et si c'est nécessaire, vous allez augmenter pour améliorer. Parce que sinon, la malade ne va pas supporter. Parce que l'HbA1c est élevé, je vais commencer par 3 grammes. Ou par 2 grammes, c'est trop. Voilà. Donc, et chez la femme enceinte, encore plus, il faut être prudent. Hein? J'ai quelques soucis, je mets un comprimé, je vois ce que ça donne, et j'augmente assez rapidement. Sinon, j'associe l'insuline et la metformine. Et ça vous permet de donner moins de doses d'insuline. Oui. Professeur, c'est toujours bon d'avoir AME pour les diabétiques avec la metformine. Moi, j'ai compris une chose. Quand ils disent ça dérape dans la grossesse, c'est des sous-metformine. Puis, commence sa grossesse, on continue avec la metformine. Oui. Si elle est bien contrôlée, on garde la metformine. Si elle n'est pas bien contrôlée, on donne de l'insuline. Oui. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est quand elle est sous insuline et vous nous dites de mettre de la metformine. Alors qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est-à-dire on prend de l'insuline et c'est en fonction. Metformine, chez le type 1, elle a été essayée puis abandonnée. Est-ce que vous m'avez compris? Pardon? Vous m'avez compris? Donc, vous m'avez dit, si j'ai bien compris, oui. Parce qu'elle nous a interrompu. Il ne faut jamais réagir quand il y a déjà quelqu'un qui... Je vais redire ce que j'ai dit. C'est-à-dire, une fois, c'est les sous insuline. Oui. Insuline, donc, nous, dans notre pratique, on prend de l'insuline. Et en fonction, bien sûr,
en titre et tout. Maintenant, vous nous dites, vous mettez de la metformine. Non, je vous dis que les études ont montré. Et voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, la malade, elle est déjà en insulinopénie et je lui ai mis donc de l'insuline. Oui. Et elle est encore jeune et elle me fait une grossesse. Oui. Moi, je lui donnerai de la metformine pour faire l'épargne de l'insuline. D'abord pour pas qu'elle grossisse trop, pour réduire les doses d'insuline et pour permettre d'avoir moins la macrosolie fétale. Voilà. Ça, en fait, il faut décoder les études. Après, nous, on n'était pas dans cette dynamique puisqu'on n'avait pas l'AMM. Nous, on était même, tout à l'heure, je ne sais plus, c'est à toi, Zaki, que j'ai raconté. On a eu parfois des grossesses comme ça, accidentelles, alors que les malades étaient sous... mais on était très angoissés parce qu'au départ, on nous disait qu'elle était kératogène. Moi, j'ai eu ça, et parfois, la malade elle-même, elle vous dit ah non, moi, je décide de garder. Tant pis, classe. Et j'ai eu aussi, je me rappelle, le cas d'une malade. Alors moi, je suis à option cardio à l'origine, et donc j'ai suivi beaucoup de patientes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Et c'était la même chose pour les antivitamines K. Je me rappelle d'une malade qui existe toujours. Son fils est déjà un grand adulte. À l'époque, elle était en ACFA et donc sous antivitamine K. À l'époque, il n'y avait que ça. Et donc, on a porté l'indication et il a fallu se battre avec les gynécos pour accepter, parce qu'elle avait dépassé les 12 semaines. Ils ont fini par accepter, mais c'est la malade qui s'est rétractée. Et quand elle vient un peu pour me narguer, elle me dit ah oui, c'est le Malikoulide, parce qu'en plus, moi j'ai dû l'hospitaliser, on l'a encadré pendant l'accouchement. Je vais vous dire, j'étais à Beni-Messous, je me suis sujette au syndrome vagal. À un moment donné, j'ai failli m'évanouir parce qu'il n'y avait même pas de scope. J'ai dû prendre moi-même le CG. Il fallait que je fasse des kilomètres pendant qu'on était en train de la faire accoucher. Et puis, son fils est né sans aucune anomalie. Maintenant, bon, c'est un jardinier de temps en temps. Ou les de qu'un jardin pour la... Ça a la main le jardin. Je viens vous faire. Donc, vous voyez, bon, nous suivons la littérature. Nous suivons ce qui nous a été enseigné. Après, il y a des études qui nous mettent à l'aise. Maintenant, essayez. Vous avez un libre arbitre. Et si vous n'arrivez pas à prendre la décision, vous pouvez toujours échanger avec nous. Oui. Prenez le téléphone. Moi, j'ai jamais renvoyé un collègue. Même quand on m'écrit, je réponds. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est que tout ça. Et puis après, vous allez vous faire votre propre expérience. En fait, dans ce domaine, il n'y a pas réellement de différence entre vous et moi. Même si j'ai plus de pratique à l'hôpital, c'est des cas que je n'ai pas encore testés. Je n'ai pas essayé ces prescriptions. Ça va venir. Ça va venir. Merci pour oui, bien sûr. Alors, c'est une polémique, la métformine. Dans le diabète, déjà, la seule étude, à ma connaissance, qui existe à ce jour, en étant une étude randomisée, sans biais, on n'a jamais dépassé 2 comprimés à 850. Moi, je suis avec des auteurs et des leaders d'opinion à voir jusqu'à 3 grammes. Une des raisons, c'est celle que vous avez citée, parce qu'il n'y a plus de bypass en route, c'est-à-dire le états-unis. Et la deuxième des choses, on commence un petit peu à être à la mode. Je mets 3 grammes parce qu'ils sont moyens que les effets pléotropes sur le plan cardiovasculaire, il y a une couverture, il y a un amaigrissement, alors que dans tout ça, il n'y a aucune preuve de prestation médicale en matière de recherche clinique qui a prouvé que la metformine a de meilleurs résultats au-delà de 2 comprimés à 850, c'est-à-dire 1700,
et que l'HbA1c, quel que soit le taux, la quantité de glucophage que vous mettez, 2 grammes, 2 grammes et demi, elle ne changera pas. Maintenant, par rapport à la communication, il a été clair. En général, quand on met un médicament ou quand on autorise un médicament, c'est parce qu'il va rapporter un plus. Normalement, le raisonnement médical, c'est comme ça. Dans ce cas-là, regardez, quand la femme est déjà diabétique, soit elle est déjà sous anti-ADO, soit elle est déjà sous insuline. Mais quand elle est sous insuline, ce qu'il a à signaler, et que ça ne marche pas, eh bien, il faut rajouter du glucophage pour la simple et unique raison que par rapport à l'étude qu'elle a présentée, glucophage seul, mais glucophage avec insuline ou insuline seule, il s'est avéré qu'il y avait des résultats plus ou moins positifs, du moins pas négatifs. Alors, dans ce sens, comme j'utilisais le glucophage, il va faire l'effet qu'il fait sur le diabète de type 2. Il traverse la barrière placentaire, et dans ce sens, il va faire de l'insulino-sensibilisation. C'est pour ça que vous aurez moins de macrosomie, que vous aurez un poids de naissance qui est normal, que vous aurez un équilibre glycémique qui est normal. C'est ce que j'ai compris, et si je me trompe, je crois que je suis sur votre. C'est ça le facile. Mais je voudrais juste dire, quand on est sur une nouvelle AMM, moi je reste, on va dire légaliste, ça ne veut pas dire que je ne prescrirai pas si j'ai la main forcée dans un diabète gestationnel. Mais en restant légaliste, quand il y a une nouvelle AMM, vous devez rester dans l'observation, la pharmacovigilance. Dès que vous avez une observation de quelque chose que vous trouvez, enfin qui vous dépasse ou que vous observez pour la première fois, vous signalez déjà au laboratoire, mais également à la pharmacovigilance de notre pays. Et c'est avec des observations comme ça qu'on arrive à améliorer les choses. Et si réellement il n'y a rien, c'est tant mieux. Voilà. Après, c'est un peu comme dans les études. Vous savez, je ne parle pas des études observationnelles. Quand on fait des études de développement de médicaments, alors de phase 3, phase 3, moi j'ai participé, 3A et 3B. Vous savez, vous signalez, mais ce n'est pas vous qui allez interpréter pour réellement incriminer le produit ou pas. C'est un autre comité qui est externe. Donc vous laissez la pharmacovigilance faire son travail. Et c'est eux qui vont dire, finalement, cet effet secondaire, il est en rapport avec le médicament ou il n'a rien à voir avec le médicament. Oui. Professeur, j'ai une petite question. Oui. Sur l'histoire du patient, la patiente diabétique insulinée, revenir à la... Il faut garder à l'esprit quoi. Vous êtes devant une patiente qui est DT2. Théoriquement, même si elle est insulino-réclérante, théoriquement, la place de la metformine est là. En dehors des contre-indications d'arrêt de la metformine, vous devez la maintenir. Donc théoriquement, si cette patiente est enceinte, si elle a de la metformine, si elle est insulinée, elle a toujours sa metformine, vous n'aurez pas besoin de la metformine. Ensuite, depuis tout à l'heure, on parle de la metformine. Est-ce que la metformine, en dehors de la grossesse, où on a parlé aujourd'hui, est-ce qu'elle fait perdre du poids? Non. Quand vous voyez les mentions légales, vous pouvez avoir jusqu'à 3,5-4 kg de perte de poids. Dans la vraie vie, moi j'ai vu parfois des malades qui ont perdu davantage, mais on ne leur donne pas que la metformine, on leur donne les règles hygiéno-diététiques en association. Mais dans les mentions légales, on vous dit que ça peut aller jusqu'à 3,5-4 kg, mais sans plus. Mais les gens qui disent je vais prendre la metformine pour maigrir, on leur dit ça, c'est pas réellement l'indication de la metformine. Gagner du poids, oui. La plupart des patients qui sont sous metformine, le fait qu'il y a eu la forme diabète,
Voilà, ils reprennent un peu le déficit qu'ils avaient au moment où ils... Mais c'est normal, c'est des insulinosécréteurs. C'est la même chose que l'insuline que vous donnez par voie exogène. Donc ils vont gagner du poids. Non, il n'y a pas d'AMM pour ça. Lorsque c'est un effet que vous allez observer lorsque vous donnez la metformine dans le diabète de type 2 comme première mesure médicamenteuse, il arrivera que le patient, si en plus il est assez observant des règles d'hygiéno-diététique, vous allez avoir parfois jusqu'à 4 kg, 3,5 kg jusqu'à 4 kg de perte de poids. Mais dans le langage courant, on dit non, finalement la metformine ne fait pas perdre de poids. Mais dans les mentions légales, c'est quand même signalé. C'est comme l'hypoglycémie. On vous dit, bon, de toute façon, la metformine, c'est un insulinosensibilisateur, ça ne donne pas d'hypoglycémie. Ça donne quand même, mais très peu. Donc le jargon n'existe pas en médecine. Hein. Très peu, c'est celle qui donne le moins d'hypoglycémie par rapport à toutes les drogues qu'on a pour le diabète. Eh bien oui, c'est en fait, quand vous détaillez maintenant le mécanisme, nous on parle beaucoup plus de l'effet, enfin du mécanisme beaucoup plus centré sur le foie et puis les organes périphériques, enfin le tissu graisseux et les muscles. Mais dans la réalité, oui, maintenant, on rapporte des effets pléiotropes et en particulier les effets anti-inflammatoires. Oui, bien sûr. De toute façon, cette inflammation, c'est maintenant, elle est la source de toutes les complications possibles. Hein. Alors, on meurt des suites de l'inflammation. Même l'inflammation, pardon. La petite inflammation que vous pouvez avoir au niveau de la gencive, que vous pouvez avoir lorsque vous faites de l'arthrose et tout, ça va faire proliférer l'athérosclérose et vous allez mourir d'événements cardiovasculaires. Donc il vaut mieux quand vous avez des indicateurs de l'inflammation qui sont positifs, chercher où est la cause et puis essayer de gérer cette inflammation. Oui, il y avait plein de... en fait, depuis longtemps, je pense que l'endocrino, elle peut en parler plus facilement que moi, mais depuis longtemps, et même par rapport à l'infertilité de ces malades, on leur donne la metformine et au miracle, elles se retrouvent enceintes sans avoir à essayer le citrate de chlomifène ou autre chose. Alors, c'était très à la mode. Il y a 5 ans de ça, on disait, même dans la recommandation, glucophage pour la fertilité, pour l'induction d'une grossesse spontanément avec le glucophage. Finalement, ils ont fait marche arrière sur les nouvelles études. Ils font marche arrière sur les dernières choses. Il ne semblerait pas que ça améliore nettement la fertilité. Mais ça reste quand même sur le plan du mécanisme physiopathologique de l'OPK. Il y a de l'insulinorésistance, c'est souvent des femmes en surpoids. Donc la metformine, franchement, ça ne vous fait pas de mal. Moi, je suis prescriptrice. Quand je suis une femme en âge de procréer, associée au chloride, je donne la metformine. Mais d'ailleurs, on l'a vu dans les études. Je ne devais pas soulever là-dessus, mais il y a des résultats qui sont très probants. Hein. Par contre, c'est 3000 à 3 grammes. C'est là, c'est le seul tiroir où le 3 grammes il est cité dans les OPK et dans la fertilité des OPK. Oui, mais moi je pose quand même la question à ma collègue. En fait, 3 grammes, faut-il aller d'emblée à 3 grammes ou progressivement? Parce qu'il y a la tolérance digestive. Vous avez
La maladie, ils sont rarement tous en parce qu'elle parle de résistance. c'est clair que tous les effets d'intolérance au glucophage, à la metformine en général, c'est souvent pour une initiation qui a été mal faite. Lorsqu'on on fait les paliers de 500 en demandant aux patients que dès que vous tolérez, vous n'avez plus d'effets secondaires, vous augmentez la dose progressivement, il y a presque plus de patients qui sont intolérants. Alors que quand il y a une intolérance, c'est hyper compliqué de convaincre le patient de reprendre cette méthode. C'est cuit. Donc c'est dommage de rater cet arsenal thérapeutique en allant très vite sur la prescription. On a eu, en fait, dans mon expérience, je peux faire part de mon expérience, par rapport à ce qu'elle a dit, c'est vrai, c'est très difficile de faire marche arrière parce que le malade a présenté des signes d'intolérance. Mais je me rappelle de la maman d'une collègue, médecin, qui travaillait dans le pharma, l'Ayahma, cette malade. Elle avait des problèmes pour son traitement et elle était sous insuline. Et moi, j'étais étonnée qu'elle n'avait pas de la metformine, donc j'ai cherché à remettre une hygiène. En fait, je l'ai très très mal toléré, je passais ma vie à aller aux toilettes, il n'y a pas que ça, j'avais des nausées, je vomissais même et tout. Et puis à l'époque, on parlait beaucoup de l'effet antitumoral de la metformine. Je lui ai dit, c'est quand même dommage pour vous parce que il y a un effet, voilà, c'est une perte de chance parce que la metformine, elle est non seulement protectrice sur le plan cardiovasculaire, mais protectrice contre avant de partir, elle me dit, docteur, s'il vous plaît, vous ne voulez pas qu'on réessaye là? Donc vous voyez, la façon dont vous annoncez les choses aux malades, c'est pour ça que ça vaut le coup de discuter avec son malade. Perdez un peu de temps, surtout les premiers temps, lorsque vous les prenez en charge et vous gagnez des malades à vie, surtout quand vous êtes installé dans le privé. Dans le privé, on veut garder... Nous, à l'hôpital, on se dit, bon, ils vont encore... On voit parfois des malades, juste pour avis, après le malade, il ne veut plus partir de chez moi. Je me dis, bon, elle va encore agrandir mon arsenal de consultation. Mais bon, vous, enfin pour ceux qui sont installés, ils ont besoin de garder. Alors, perdez un peu de temps pour gagner des malades. Et de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on nous dit il faut être à l'écoute du patient. Et il faut avoir une prise en charge globale. Quelquefois, il suffit juste de discuter avec eux pour avoir un déblocage quelque part. Voilà. Juste pour revenir On vous donne le... Non, merci, je vais avoir... Ah ouais, je pense pas. Pas autant que moi. Merci beaucoup. C'est Zoul qui a dit on donne 3 grammes avec chlorine, c'est ça. Et pour combien de temps? Il n'y avait pas l'objectif, c'était avant, on disait, c'était d'induire l'ovulation. Donc dès qu'on avait une grossesse qui était déclenchée, on a arrêté parce qu'on n'avait pas, on n'a toujours pas d'autorisation. On n'a pas sur les diabétiques, sauf si elle est DD2, si elle est diabétique. On disait, vous savez, il y a, on va dire, les indications et les AMM légales. Et parfois vous êtes, comment dirais-je, soumis à la demande du patient. Et lorsque vous avez fait des lectures, vous avez vu que parfois il y a des résultats, ben, vous êtes tenté. Moi, il fut un temps, ben, j'ai induit des grossesses chez mes patientes. Et parfois, quand vous avez des malades qui vous sont complètement acquises, je me rappelle, enfin c'est même un malade qui avait fait un AVC, et puis un autre de mes malades me demande de le prendre en charge, et puis il a été au-delà, c'était l'année, et puis il me dit, s'il vous plaît, faites-le pour moi, est-ce que c'est pas très loin de chez vous, et il ne peut plus se déplacer, il a fait un AVC, est-ce que vous pouvez aller le voir chez lui? Bon, je ne sais pas, il a su me parler, j'ai vu ce malade. Eh bien, ce malade, j'ai réussi avec le temps, ce que vous réussissez
probablement tous, ça dépend de l'importance de l'AVC et de la rééducation que vous mettez en place. C'est quelqu'un qui était menuisier, donc il travaillait avec ses mains, il ne pouvait même plus signer ses chèques, ni rien, donc tout était à l'arrêt. Et il me vouait une reconnaissance extraordinaire. Il a marié son fils avec une émigrée, une très jolie fille, des yeux bleus, un peu blonde, blond vénitien un peu roux. Elle ne réussissait pas à avoir des enfants. Il fallait, je ne suis pas gynéco, moi. Bon. Et finalement, je lui ai demandé un cycle, j'ai vu qu'elle n'ovulait pas, et puis finalement, elle a marché. J'avais induit avec le clomifène, hein, mais à l'époque, c'était pas avec la metformine, mais voilà. Donc, il y a des choses, quand vous n'êtes pas toujours obligé d'aller voir le spécialiste. Vous savez aussi bien lire, vous prenez des précautions. Bon, l'AMM, c'est clair que vous pouvez y aller. Maintenant, en dehors de l'AMM, je vous ai dit, il faut, pour vous protéger, consentement éclairé, et je fais signer sur le dossier. Voilà. Même les malades, nous, à l'hôpital, quand ils veulent sortir contre avis médical, ils signent. Mais tu m'as signé c'est toi qui as voulu sortir. Mais après, je ne le reprends pas. Voilà. C'est pas gentil. T'as vu? On va être toujours gentil dans la vie. Je sais pas. Moi, je voudrais bien repartir avec quelque chose dans ma petite tête. En vérité. Ah, c'est toi. En plus, c'est Cassie. Si on doit sortir avec un message, c'est qu'on nous dit il y a une AMM dans l'indication du diabète de la femme diabétique enceinte. Cette femme diabétique, au départ, elle est déjà sous ADO. Donc son glucose existe. Maintenant, en général, quand il y a les ADO, il y a les supramides plus l'insuline sensibilisateur qui est la metformine. On arrête les insulinosécréteurs et on garde la metformine. Maintenant, quel est le laps de temps et quels sont les intervalles justement du cycle glycémique qui vont nous amener chez cette patiente qui n'était pas sous insuline auparavant pour commencer l'insulinothérapie? Quel est l'intervalle de temps? Oui. Vous savez, je ne sais pas, si on doit respecter. Si on la doit... malade n'était pas sous insuline. Non, pas du tout sous ADO. Elle est sous ADO. J'ai arrêté les suivanides, j'ai gardé le glucose. Oui. Et si tu n'es pas dans l'objectif, parce que c'est une femme enceinte, si tu n'es pas dans l'objectif, tu vas introduire l'insuline. Enfin, tu vas augmenter d'abord les doses de glucophage si tu n'es pas arrivé à dose maximale tolérée, non pas par rapport à l'AMM, et tu vas introduire il n'y a pas, en fait, qu'en médecine, il y a une tolérance individuelle. Pourquoi on vous dit qu'il faut titrer? Qu'il s'agisse d'insuline ou qu'il s'agisse d'ADO, il faut toujours titrer en fonction de ton malade. Regarde pour les diabétiques, maintenant qu'il y a de nouvelles indications par rapport à la comorbidité. On nous dit bien, chez la plupart des malades, il faut maintenant commencer par un inhibiteur du SGLT2 ou un analogue du GLP1, mais quand c'est un inhibiteur du SGLT2, il est déjà sous bloqueur du système rénine angiotensine à la dose maximale tolérée et pas à la dose maximale autorisée. D'accord? Et après, j'introduis l'inhibiteur du SGLT2. Donc c'est pareil. Vous allez vous faire... Tout à l'heure, elle vous a bien expliqué, ma collègue,
que, en fait, il faut aller progressivement. Pardon, vous n'avez même pas dit si développer l'option de. Pardon, C'est gentil quand même. Avant, tu termines ta question? Je veux les chimiothérapies. Oui. Est-ce que je veux commencer les chimiothérapies comme si cette patiente n'avait jamais reçu d'insuline? Donc, vous allez dire, je vais mettre une basale, ensuite une au plus gros repas, ensuite. La méthodologie de la chimiothérapie, quand vous avez commencé votre grossesse avec du glucopage, elle est différente de la chimiothérapie en globalité. Ce n'est pas le diabétique insulino-récurrent que vous avez, mais la traiter 2 personnes. Ça veut dire que vous devez on doit faire doublement attention et qu'on ne doit surtout pas aller vers 3 rapides d'un seul coup si cette patiente pour atteindre les objectifs. Voilà ce que je voulais dire, c'est que la conduite de l'insulothérapie, chez cette femme qui n'a jamais été insulinée auparavant, et diabète et gestation sur diabète sur femme diabétique, l'ensemble c'est total. C'est pour ça que je rejoins l'idée, pourquoi est-ce que le glucopage ne servirait pas, même dans le diabète gestationnel. Je voulais revenir à toi, merci. Non, mais le diabète gestationnel, c'est clair que dans des pays où ils ont déjà l'AMM, ils le font. Hein. Après, toi, normalement, quand c'est une malade qui est déjà sous insuline, tu ne vas pas recommencer à zéro parce que tu vas exposer le fœtus à une hyperglycémie. Tu as la conversion. De 0,90, 1,20 g postprandial de 2 heures. Et si elle n'atteint pas ses objectifs, vous introduirez l'insuline au moment où elle en a besoin de départ. C'est-à-dire que si c'est des hyperglycémies à jeun, elle aura un basal que vous mettrez. Si c'est une malade qui fait plutôt des hyperglycémies à midi en postprandial, ce sera un rapide à midi. Et puis en fonction, vous les ajouterez en fonction de ses besoins. Mais pour une patiente qui est déjà sous insuline, bien sûr, on a sa dose. Voilà. Le laps de temps qu'il vous faut pour mettre la basale, ensuite la première insuline. Ça dépend du profil que vous avez. Si c'est une malade qui vient qui a 2 grammes toute la journée, vous avez le droit d'aller faire sur d'emblée une triple injection avec un basal bolus. Si c'est une malade qui fait 1,10 le matin et qu'elle est à 1,20 le soir, là vous discuterez de basal. Mais si je suis hyperglycémique et loin de mes objectifs, j'insulinise en basal bolus, il n'y a pas de discussion. Il y a des personnes avec ils sont équilibrés avec un du Oui, il y a des personnes juste un petit basal. Exactement. Non, mais ça dépend. Enfin, il y a une réponse individuelle. On doit faire plus long et rapide. Exactement. On va faire plus long parce qu'on n'a pas besoin de la PSC. Il faut faire des. C'est un profil glycémique stress. Ou un minimum 5 fois. Pour grossesse, au minimum 5 fois par jour. C'est exactement ça. On fait le 6, c'est parfois on la donne même la nuit. Parce que attention à l'hypoglycémie, elle peut être fatale pour le fœtus. Autant l'hyperglycémie est fatale, autant l'hypoglycémie avec le corps cétonique, elle est fatale aussi. En fait, je suis sûre que vous le faites. Il n'est pas normal de raisonner chez les diabétiques en général et chez la femme enceinte que sur l'HbA1c. D'abord, moi j'ai dressé des malades. Il n'y a pas de malades qui ne viennent pas avec un cycle glycémique. J'ai besoin de recouper, d'autant qu'on sait que l'HbA1c est un mauvais indicateur. Parce qu'il y a des champs, avec la variabilité, vous avez les HbA1c qui sont rassurantes, faussement rassurantes. Donc, en ayant ça, mais bien entendu, il faut faire assez rapidement. C'est vrai qu'avec les insulines que nous avons, il y a une variabilité, donc on est obligé d'attendre les 3 jours, mais sinon,
Mais pour le reste, enfin pour la rapide, j'ai pas besoin d'attendre. Hein. L'algorithme de prise en charge du diabétique de type 2. Maintenant, bon, la première arme thérapeutique, évidemment, c'est la metformine. Mais on vous dit dès qu'il y a une comorbidité, par exemple une insuffisance rénale, c'est les inhibiteurs du SGLT2. Si vous avez des marqueurs de risque cardiovasculaire majeur, c'est les analogues du GLP1. Mais pour les inhibiteurs du SGLT2, on vous dit, le malade il est déjà sous bloqueur du système réninogène. C'est les deux. Le C à la 2. Non, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas associer les deux. À la dose maximale tolérée et pas autorisée. Parce que les autorisées, c'est celle qu'on a déterminée avec les études maximum. Mais dans la réalité, voilà, tolérer, c'est la tolérance de votre malade. Parce que personne ne vous dira ça doit obligatoirement marcher avec cette dose-là. En fait, ça dépend de l'individu, la tolérance individuelle, et donc vous êtes obligé de passer par l'observation prudente au début. Merci professeur, je vous remercie pour nous avons invité à un dîner. Regardez comme ça. Merci, merci, on va vous revoir. On se recasse avec vous. Alors, toutes les deux, on a Je suis désolée, mais normalement, merci, c'est gentil, mais on va les remercier parce que c'est une occasion de nous réunir. Non, ce qui est fort, ça veut dire que j'ai commencé en perso la médecine. Mais c'est vrai que quand vous allez à la dégustation de naturellement,